2019, une étude établit que 35% des hommes, près d'un sur trois tout de même, étaient infidèles. Et que plus le taux de testostérone était élevé chez les hommes, plus ils étaient susceptibles de commettre l'infidélité. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Le mardi, c'est à votre sexualité. Et nous retrouvons notre sexologue Nader Alami. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Psychosexologue, diplômé de l'école de psychosexologie de Paris. Vous êtes également historien des religions et vous avez publié un livre qui s'appelle 19 thèmes sur la sexualité des musulmans. Voilà, vous le montrez à la caméra. Oui, il est là. Nader, c'est votre livre, c'est bien. Voilà, montrez-le. Je suis en colère contre vous. Ah, dites-moi tout. Ah, voilà, et vous le prenez comme ça. Je suis en colère contre vous, il sourit. Non, je voulais faire une émission sur la fidélité et vous m'avez collé une émission sur l'infidélité. Pourquoi écoutez, pourquoi ça, c'est un truc de sexologue. Ça vous intéresse pas la fidélité en fait? Si, justement, mais en fait, c'est très simple. C'est que les gens qui vivent dans une fidélité magnifique et c'est très beau et c'est génial, ne viennent pas me voir, donc j'aurais pas grand-chose à vous dire. Ah, vous gagnez pas d'argent? Si vous voulez, oui, quelque part. C'est ça. Oui. Donc les gens fidèles ne vous intéressent pas? Non, au contraire, ils m'intéressent, mais je leur dis, ne venez pas me voir. Vivez votre amour, vivez votre belle relation, continuez de la développer, parce que rien ne vaut véritablement ce respect de l'engagement tenu. Je trouve que c'est très beau, et je trouve même que c'est ça ce qui est aujourd'hui, on pourrait appeler cela la véritable, ce mot à chaque fois que je veux le dire il m'échappe, enfin le véritable révolutionnaire aujourd'hui, c'est pas le mot que je voulais dire, mais je vais prendre celui-là. Aventurier, non, aventurier, c'est celui qui est fidèle, c'est celui et celle qui sont en couple et qui sont fidèles l'un à l'autre. Je trouve ça merveilleux. En préparant cette émission, je suis tombé sur une punchline que j'adore. C'est: les cornes, c'est comme les dents. Quand elles poussent, ça fait très mal, mais une fois qu'elles ont poussé, on mange avec. Vous êtes content? Ça me fait rire. Ça fait au moins rire moi, et peut-être certains de ceux qui nous écoutent, ça les fait rire aussi. L'infidélité, comment est-ce qu'on peut la définir, et ça commence où l'infidélité? Ça c'est la grande question. Justement, ça commence où? Alors voilà, on a... Parce que à chaque couple, on l'a beaucoup dit, ici aucun couple ne se ressemble, et aucun couple justement ne va aussi placer ce curseur de l'infidélité au même endroit. Vous avez des personnes pour qui un simple j'aime sur la photo d'une autre personne, sur un réseau social, va être considéré comme de l'infidélité, et vous pouvez aller jusqu'à d'autres personnes qui auront eu une relation sexuelle avec d'autres personnes, mais tant qu'il n'y a pas de sentiment, ça ne sera pas considéré comme de l'infidélité. Vous voyez? Donc c'est vraiment très large. À chacun de savoir où il place cela. Chacun a sa propre définition. L'être humain est fidèle ou infidèle par nature? Là encore, Philippe, vous ne m'épargnez pas. Non, vous avez 3 heures, mais... De grandes questions, mais c'est vrai. Est-ce que l'être humain est naturellement monogame? C'est une vraie question. Non, mais je suis sérieux quand je vous pose la question. Ah ouais, parce que c'est une vraie question. Mais c'est une vraie question, parce que, vous savez, dans le règne animal, on a les deux. On a des êtres qui sont monogames. Je pense, par exemple, aux manchots, ou au perroquet. Le perroquet est même jaloux, d'ailleurs. Et puis, vous avez une autre façon d'organiser la sexualité, celle des flamants roses, qui, une fois qu'il y a eu procréation, eh bien, chacun va de son côté. Ils ne restent plus ensemble. L'être humain, il est un petit peu les deux. C'est-à-dire que il y a pas une façon d'être humain, il y a les deux. On choisit d'être monogame, ou on choisit de ne pas l'être. Il y a cette faculté qui est unique au règne du vivant, si vous voulez, qui appartient à l'être humain seul. Alors, mais tout de même, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a la nature, à l'intérieur de laquelle on a ce qu'on appelle nos pulsions, qui peuvent nous conduire effectivement à vouloir aller vers plusieurs personnes. Mais il y a ensuite la culture. Et la culture, c'est ce qui va nous faire que nous allons nous organiser
en société que nous allons faire, au-delà du couple, nous allons faire groupe. Et à partir de là, effectivement, la monogamie, ou la polygamie pour d'autres cultures, mais va être organisée. Ou même la polyandrie pour d'autres cultures. Polyandrie pour d'autres cultures. Oui, parce que on parle toujours de la polygamie, mais il y a parce qu'elle est plus rare. Voilà, la polyandrie, oui, c'est plus rare, mais ce sont des femmes qui ont plusieurs maris. Absolument. Mais tout cela va être organisé. Alors que l'infidélité, c'est autre chose. C'est quelque chose qui sort de l'organisation. Ce n'est pas quelque chose qui est dit comme ça au grand jour. Je regardais, il y a une étude australienne qui a déjà quelques années, mais qui explique qu'il existe un gène de l'infidélité et qui explique comment nos gènes influent sur nos gènes et nos comportements sexuels. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs études là-dessus. On s'est posé la question. Alors, je crois que c'est en 2019, une étude disait que pour les hommes, par exemple, elle considérait, partait du postulat que les hommes étaient davantage susceptibles d'être infidèles que les femmes. Et que cette étude avait considéré que plus le taux de testostérone était élevé chez les hommes, plus ils étaient susceptibles de commettre l'infidélité. Voilà. Maintenant... et donc, pour finir sur cette étude, 30%, vous avez établi que 30% des hommes qui avaient subi ces tests, ces différents tests, eh bien 35% des hommes, donc près d'un sur trois tout de même, étaient infidèles. D'accord. Voilà. Bon, c'est des études. Globalement, on sait que les hommes sont plus infidèles que les femmes, même si ces dernières années, le nombre de femmes infidèles a considérablement augmenté, mais que pour l'instant, ça reste très très loin une affaire d'hommes. Alors, ça reste une affaire d'hommes parce que, disons-le aussi, c'était plus facile pour les hommes, c'était moins culpabilisant pour les hommes. La société l'admettait mieux pour les hommes qu'elle ne pouvait l'admettre chez les femmes. Or, aujourd'hui, la société ayant évolué, largement évolué, grâce ou à cause d'Internet, on pourra en dire un mot, mais il se trouve que l'équilibre tend à se faire. C'est-à-dire qu'on aurait autant d'hommes infidèles que de femmes infidèles. Comment le savons-nous ? Il se trouve que il y a 5 grandes applications, je ne vais pas donner leur nom, mais qui sont sur le marché de l'infidélité. C'est-à-dire que l'infidélité est devenue un marché. C'est des applications sur Internet qui regroupent des personnes, des hommes et des femmes en couple, qui vivent une relation de couple. Ah oui, c'est comme ça. Ce sont des gens en couple déjà. Des gens qui sont en couple et qui sont invités par cette application justement. Qu'ils auront choisi de télécharger, de vivre des relations infidèles. Et j'entendais une interview d'une de ces représentantes marketing de l'une de ces grandes applications qui disait que ça tendait à s'équilibrer, qu'ils en étaient désormais, qu'ils étaient à 60% hommes et 40% femmes. Donc vous voyez Alors qu'en général, sur les applications de rencontres, les hommes sont très 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 largement surreprésentés. Ouais. Et pourtant là, c'est moins le cas. Ouais, ça s'équilibre. Ouais. Et intéressant pour ce qui nous concerne plus directement la France, cette application mondiale qui déclare, je crois, 8 millions d'inscrits, en aurait 2,5 millions rien qu'en France. Est-ce qu'on sait pourquoi on est infidèle ? Est-ce qu'on est infidèle parce qu'on n'aime plus l'autre ou on est infidèle même si on aime encore l'autre ? Alors, les deux sont possibles. Les deux existent. Vous avez des gens qui continuent mais véritablement d'éprouver de l'amour pour leur partenaire, mais qui, tout de même, malgré cela, vont être tentés par l'infidélité. Alors peut-être pour certains c'est une insatisfaction sexuelle qui sera mise en avant. Pour d'autres ce sera tiens, j'ai des doutes sur ma capacité à séduire une autre personne. Donc il y a un peu vous voyez le côté narcissique, j'ai envie de savoir ce que je vaux encore sur le marché, si je suis capable de séduire. Donc il y a le côté jeu. Ouais. Voilà. Et puis il y a pour d'autres encore,
il y a l'aspect, il y a le mot routine qui revient assez souvent quand on est en couple depuis un certain nombre d'années. Il y a le mot routine qui apparaît. Donc, je continue d'aimer l'autre, mais voilà, j'ai envie de m'ouvrir et d'égayer un peu plus ma vie. Tu as envie de nouveauté. C'est ça, j'ai envie de nouveauté. Alors c'est très intéressant parce que... J'ai envie de oomph, oui. Ouais. J'ai envie de nouveauté. Mais c'est très intéressant parce que justement, notre société qui a paramétré tout de même nos cerveaux à vouloir constamment vivre des émotions nouvelles, c'est compliqué de rester sans émotions nouvelles. Par définition. Donc là, il y a quelque chose qui se joue, et c'est pour ça que je le dis, vraiment, la fidélité, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de véritablement révolutionnaire et beau et transgressif. Être transgressif aujourd'hui, c'est pas d'aller suivre le mouvement. Le mouvement. Ouais. C'est plutôt de se dire, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment, hein, et d'avoir le courage de mesurer un petit peu l'aspect risque et bénéfice. Pourquoi j'ai envie de tromper mon épouse ou mon époux, ma compagne, mon compagnon? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que cette volonté, qu'est-ce que ce désir dit de la relation? Dit de moi et dit de la relation. Voilà, et nous parlons de l'infidélité ce matin avec Nader Alami, psychosexologue et spécialiste de la sexualité des flamants roses. Je ne savais pas, Nader, que vous saviez tous la sexualité des flamants roses. D'ailleurs, moi, je me posais même la question de savoir comment ils faisaient, les flamants roses. Eh ben voilà, maintenant vous le savez. Non, mais je pense. Ah non, je sais pas comment ils font. Ah, c'est pas très. Non, vous dites qu'ils se quittent après, mais. On fera une émission flamand, spéciale flamand. Franchement. Bien, on parle de l'infidélité ce matin, vous disiez, et vous vous interrogiez tout à l'heure avant la pause, de savoir qu'est-ce qu'une infidélité disait et exprimait du couple. Ouais. Bah, elle peut. La question, c'est ce qui va nous intéresser en cabinet, c'est-à-dire que quand il y a. Ce que j'ai pu remarquer, et c'est très intéressant par rapport à notre ici et maintenant, c'est-à-dire que nous semblons être dans des sociétés qui sont dans l'injonction à la performance, au transgressif. Mais la réalité, c'est qu'on a des gens qui souffrent grandement de l'infidélité. Ça dit beaucoup de choses, et sur leur fragilité, sur ce qu'ils croyaient sur la relation, et à partir de ce moment-là, on les amène à justement voir si cette situation nouvelle qu'ils vivent, est-ce qu'elle elle indique une fissure, ou est-ce qu'il faut vraiment tout reconstruire? Donc, comment ça se passe dans tel ou tel couple? Est-ce que véritablement tout est cassé parce qu'on s'était tellement investi, on avait tellement cru, on avait tellement mis la fidélité justement au summum de toutes les choses à surtout pas toucher, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que évidemment tout s'effondre. Donc, est-ce que cette relation est encore possible? Qu'est-ce que ça a détruit en nous? Et comment faire si on veut quand même, pour plein de raisons, poursuivre la relation? Comment vous la définissez, Nader, cette blessure de l'infidélité? C'est-à-dire qu'effectivement, vous découvrez que la femme de votre vie ou l'homme de votre vie a été infidèle. Comment vous définissez ça? Comment je définis? Oui, cette blessure, elle est comment, cette blessure? Ça dépend des cas, c'est-à-dire que vous connaissez des gens qui s'en moquent, qui ne prennent pas comme un coup de poignard, comme une trahison, comme... Ah oui? J'ai connu des gens, oui. Ah oui? Tout à fait, qui n'étaient pas forcément des gens qui étaient libertins, hein, mais des gens qui pouvaient admettre que l'autre... Et c'est intéressant de savoir pourquoi aussi on pouvait admettre que l'autre puisse, comme on dit, aller voir ailleurs. C'est peut-être que ça les a... Non, certainement, que ça les arrangeait aussi. Vous voyez C'est exactement ça la définition. C'est l'autre va voir ailleurs. Ouais. Oui, c'est l'expression que... Ouais, c'est ça. Cette blessure, par exemple, voilà, vous savez, j'ai des cas de ce qu'on appelle le manque affectif. Vous avez des personnes qui, par manque affectif, ont véritablement mis
leur partenaire sur un piédestal extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils se sont énormément investis sur l'autre, le prenant un petit peu pour un troisième parent, quelqu'un qui remplacerait justement, qui aurait un petit peu vis-à-vis d'eux l'affection que n'a peut-être pas eu tel ou tel parent. Et émotionnellement, c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler sur ce côté un peu relationnel et émotionnel chez chacun, justement, pour se prémunir d'une telle détresse. Eh bien, à partir de ce moment-là, quand on apprend que cet autre, chez qui on a tout, on a cru, comme je le disais, qu'il était véritablement, c'était plus un humain, quoi, et que tout d'un coup, il devenait humain, et rien que ça, tout s'effondre. En fait, ce sont nos propres repères. Au-delà même de la simple relation, c'est tout ce qu'on a construit en nous avec l'autre, grâce à l'autre aussi. L'autre a été un allié de croissance, il a été là pour nous aider à nous construire, mais le jour où on apprend que, ça détruit quelque chose au plus profond de nous, et ce quelque chose qui est détruit, c'est quoi? C'est pas tant le fait que l'autre soit allé ailleurs et qu'il y ait eu relation physique, c'est la confiance en nous-mêmes. J'ai eu des femmes, moi, qui me disent « j'ai perdu confiance en moi ». Cette relation, cette tromperie qui a eu lieu m'a fait perdre confiance en moi. Qu'est-ce que je n'avais pas? Qu'est-ce qui manquait chez moi qu'il a trouvé ailleurs? Ouais. Alors moi, vous parlez pas de trahison, vous. C'est vécu comme une trahison, justement. Oui, c'est une trahison parce que c'est la pire. C'est la pire. Enfin, je sais pas si c'est la pire des trahisons, mais quand même. Alors, intéressons-nous justement à ce mot trahison qui ressemble un peu au mot mensonge. Vous voyez, c'est un peu la même famille, tout cela. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est parce que attention, là les cas que j'ai, c'est souvent des gens qui veulent réparer cela. Oui, c'est les gens qui viennent vous voir, c'est qui demandent s'il y a une seconde chance. Exactement. Exactement. Donc là, ce qu'on va essayer de voir, c'est si la tromperie, la trahison, le mensonge n'est pas conséquence de plusieurs autres mensonges. Je m'explique. Si l'un ou l'autre n'a pas finalement subi, de son point de vue, beaucoup de rejets, beaucoup de refus, est-ce que cet acte d'infidélité n'a pas été en fait une espèce de signal d'alarme et qu'il faut remettre la balle au centre? Vous voyez? Qu'après, il faut revenir chacun en toute transparence avec son honnêteté et se dire les choses. Et je l'ai vu aussi, pour repartir d'un meilleur pied et même meilleur que ce qu'il y avait avant. Oui, c'est-à-dire qu'on partage la part de responsabilité, finalement. Vous savez, moi, j'ai souvenir de cette... Alors, je peux en parler, puisque ça a été dit dans les médias, l'affaire Luc Besson. Luc Besson, à un moment donné, célèbre producteur de cinéma français, il a avoué, puisqu'il avait été accusé de viol, mais finalement, c'était pas des viols, mais bref, il a avoué qu'effectivement, au cours de ses tournages, il avait commis beaucoup d'infidélités envers son épouse. Et puis il décide de... Voilà, ils sont à table, c'est lui qui raconte, ils sont à table, et il le dit à ses enfants, il le dit à sa femme et à ses enfants. Et il s'excuse, il est en larmes, il pleure, toutes les larmes de son corps, et il leur demande de lui pardonner. Voilà. Et puis ensuite, sa femme vient le voir, seul à seul. Et lui dit, écoute, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui dit, mais non, toi, t'es merveilleuse, t'es magnifique, c'est moi. Il lui dit, non, j'ai quand même envie de comprendre. Pourquoi? Et je dis, mais écoute, non, il n'y a rien à comprendre. Je suis fautif à 1000%. J'ai 99% de part de responsabilité. Et son épouse lui dit, écoute, même si j'ai 1% de part de responsabilité, je veux comprendre. Vous voyez, donc, on a quand même ces couples qui décident malgré tout de justement remettre la balle au centre. Qu'est-ce que ça dit de la relation? Alors, attention, moi, je suis pour vraiment la fidélité. Je le dis, l'acte le plus révolutionnaire, le plus beau, c'est justement
deux personnes. Bon, de toute façon, on n'est pas ni pour ni contre. De toute façon, on n'est pas là pour. Oui. Voilà. Non, mais qu'on ne. Il faut savoir d'où vous parlez. Exactement. Ouais, Voilà, c'est ça. Qu'on ne prenne pas que. Mais voilà, c'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, ce qui va m'intéresser moi en cabinet quand les gens viennent me voir, c'est ça. C'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de la relation justement, et comment faire en sorte que cela soit pris aussi comme un signal d'alarme important pour vivre votre couple ensuite tel que jamais vous ne l'avez vécu, encore mieux que ce qui n'a jamais été possible entre vous, Oui. parce qu'il y avait donc justement déjà des mensonges qui ne sont pas des mensonges liés à la sexualité forcément, pas forcément, voyez. Mais quand, vous savez, la dernière fois on parlait des 5 pieds du tabouret pour qu'un couple dure, il y a ce fameux moment où on se parle. Quand un couple oublie de se parler vraiment, et que chez l'un comme chez l'autre d'ailleurs, ça peut être une nécessité, un besoin, ben ce besoin, il se peut qu'il aille le combler ailleurs. Donc, il faut faire très attention à cela. Vous racontiez il y a un instant, Nader, l'histoire de Luc Besson, donc qui raconte son histoire et qui décide de l'avouer à sa femme et à ses enfants. Est-ce que vous, en tant que sexologue, vous conseillez d'avouer une infidélité ou de garder ça pour soi Mais ça dépend. Ça dépend des cas. Évidemment, si d'abord, moi, comment dire, je viens écouter je suis là pour écouter la plainte de la personne qui vient me voir. Si en retour elle a, écoutez, c'est très simple, il suffit juste de le dire à votre mari ou à votre femme et que le lendemain tout s'écroule, il n'y a plus couple, qu'est-ce qu'on aura gagné? Au contraire, là, c'est peut-être qu'à terme, ce sera ça. Peut-être qu'au bout d'un moment, ce sera ça. Mais si la personne vient me voir justement pour me faire part d'une infidélité qu'elle a pu commettre, voilà, c'est que déjà, on entend là un sentiment de culpabilité très important. Vous savez, la personne n'est pas fière d'elle. La personne n'est pas contente. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est parce qu'il y a des gens, attention, le mot même culpabilité est très intéressant. Moi, j'ai souvenir d'une époque où beaucoup d'hommes, mais n'éprouvaient pas de sentiment de culpabilité. Être marié et avoir des aventures extra-conjugales était quelque chose de, somme toute, tout à fait admise. Donc, le sentiment de culpabilité, là, chez beaucoup d'hommes qui le font, est aussi quelque part un progrès. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fiers d'eux. C'est-à-dire qu'ils veulent... Ils comprennent que il faut mieux investir dans le couple. Ils comprennent, ils intègrent que c'est une erreur. C'est-à-dire que on était dans, c'est pas une erreur, c'est tout à fait normal. Ah, c'est une erreur. Je me sens coupable. C'est ça qui est intéressant, je crois. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre pour faire en sorte que, justement, il retrouve avec son épouse ou inversement, si c'est... Parce qu'il y a aussi des femmes qui viennent me voir pour les mêmes raisons. Hein. On disait tout à l'heure, des histoires de femmes qui ont trompé leur époux existent aussi. Et la différence, c'est qu'elles le disent plus facilement. Ça, c'est quelque chose de notable à notre époque. Donc, et là, on briserait une idée reçue selon laquelle c'est les hommes qui trompent plus facilement. Non, c'est les hommes qui trompent plus facilement parce qu'ils pouvaient le faire. Aujourd'hui, avec les outils numériques qui sont à disposition de chacun, ça augmente la capacité de qui veut à le faire. Je ne dirais pas, attention, que ça augmente la capacité de le faire à qui ne veut pas. Qui ne veut pas, ne veut pas. Mais pour ceux qui voulaient déjà le faire, ça, effectivement, ça facilite les choses. Voilà, on parle de l'infidélité ce matin avec Nader Alami, le droit de se tromper. On parlait de cette infidélité à avouer ou pas, tout en sachant qu'une fois que c'est dit, c'est dit. Ouais. On ne peut pas reprendre les mots qu'on a dit. Non. Et ces fameux jeux le soir, allez, je sais que tu m'as trompé, allez, dis-le-moi, rien qu'une fois, vas-y, dis-le-moi, et puis bim. C'est fini, là, vous avouez, vous êtes mort dans le piège, dans le game, voilà. Comment on fait pour se reconstruire? Donc, comment reconstruire le couple? Parce que c'est là où vous intervenez, vous,
les sexologues pour se reconstruire après une infidélité. Déjà, comment est-ce que vous faites pour reconstruire cette fameuse confiance à l'autre, en l'autre? Ouais, ce mot de confiance est effectivement tu as trahi ma confiance. Ouais, tu as trahi ma confiance. Véritablement, déjà, quand on a cette confiance, qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir confiance en l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà le mettre sur un piédestal. Déjà considérer qu'il n'a, de ce point de vue-là, pas de faiblesse. Or, il en a. Elle en a. Et encore plus aujourd'hui où c'est davantage facilité. C'est même promu. Plus que facilité, c'est promu. L'engagement incombe aux deux. Mais il faut comprendre que tout individu est condamné à évoluer. Et donc, toute relation est condamnée à évoluer. Donc, il faut apprendre je pense, à se refaire un petit peu cet engagement, pas tous les jours, mais pour la beauté de la formule, chaque jour. Que chaque jour soit le premier jour. Pardonner, c'est un choix personnel. Est-ce qu'on est en capacité de pardonner ou pas? Vous avez des gens qui ne sont pas capables de pardonner. Ça dit beaucoup de choses sur eux-mêmes aussi. Ça dit beaucoup de choses sur leur investissement dans la relation, ce qu'ils croyaient être la relation, leur vision un petit peu des choses. Mais vous avez des gens qui arrivent à pardonner. Vous voyez, généralement, quand on vient me voir, c'est parce que, peut-être qu'on n'y arrive pas, mais en tout cas, on en a envie. On a envie de pardonner. De souvenirs comme ça, j'ai pas eu de gens qui n'ont pas essayé, en tout cas, même s'ils n'y sont pas arrivés, qui n'ont pas essayé de pardonner pour que la relation se poursuive. Certains pour des raisons sociales, certains parce qu'ils ont des enfants, d'autres parce qu'il y a véritablement de l'amour, malgré l'immense blessure, malgré le mot que vous disiez tout à l'heure, je le reprends, le mot trahison. C'est dur, c'est difficile, mais je t'aime, j'ai envie de te pardonner. Voilà. Alors, il y a celles et ceux qui refusent de nouveau avoir des rapports sexuels avec la personne qui les a trompés. Absolument. Absolument. Parce que ça fait partie justement de la trop grande douleur. Je te pardonne, mais tu me touches plus. Tu me touches plus. Ouais. Voilà. Tout l'enjeu va être de savoir aussi se faire pardonner. Vous voyez, de la part de la personne qui a trompé. Mais je pense véritablement que là encore... Qui a été trompé. Non, alors les deux, voilà, les deux, qui a été trompé. Mais je pense vraiment que il ne s'agit pas de culpabiliser l'un ou l'autre dans l'accompagnement, dans l'approche de la situation, mais d'essayer de comprendre avec eux ce qui les a conduits à cela. Comment une personne sait que l'autre l'a trompé, par exemple? Comment elle le sait généralement, à votre avis, Philippe? Parce qu'elle fouille. Voilà. Alors après, il y en a beaucoup qui fouillent, parce qu'elles ont des doutes. De toute façon, il n'y a rien de mieux que la personne avec qui vous partagez votre vie depuis des années pour vous connaître par cœur. Elle lit en vous comme dans comme un livre. Donc, mais donc, elle fouille à partir d'un certain moment. Elle fouille à partir... Alors, soit vous avez celle qui fouille de toute façon, il ou elle, elle fouille quoi qu'il arrive, de toute façon. Mais généralement, vous avez des personnes qui commencent à fouiller parce que il y a un sentiment que la relation a un peu changé, que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, qu'il y a un peu de distance entre les deux individus. Tu n'es plus vraiment là, même quand tu es là. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous fait ressentir que ça ne va plus comme avant. Et à partir de là, voilà, vous avez l'un ou l'autre qui commence à fouiller. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'était déjà inscrit un petit peu dans ce que j'appelais les petits mensonges. Les petits mensonges qui ont leurs conséquences. Vous voyez? Donc, c'est là qu'il va falloir travailler. C'est ça qu'il va falloir saisir pour les aider à reconstruire leur relation, comme je le disais tout à l'heure. Alors, voir est-ce que c'est juste une fissure ou est-ce que c'est vraiment tout qui est à reconstruire, mais c'est à partir de ces moments-là. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris, justement, de la distance? Et non pas
uniquement l'acte final qui, lui, peut être regardé comme une conséquence de cela. Après, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de faire couple. Il y a des couples qui ne sont pas construits sur la fidélité. Donc là, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Alors là, eux, du coup, pour le coup, ils sont fidèles dans leur engagement, puisque ça part du principe que sexuellement, on n'a pas à être constamment ensemble. Mais c'est autre chose. Mais pour être fidèle, en fait, il faut un engagement. C'est l'engagement, oui. Et le renouveler, cet engagement. C'est ça. Puisque là, mais quand vous êtes en couple depuis plus de 20 ans, mais c'est fou de croire que la relation n'a pas évolué. Elle a forcément évolué. Vous-même, vous imaginez, vous avez 40 ans, vous en aviez 20. Alors, vous n'avez pas évolué entre 20 ans et 40 ans ? Mais bien sûr que vous avez évolué. Il et elle ont évolué. Donc, cet engagement, ça vient aussi quand on croit que l'autre est complètement acquis. Mais quelqu'un qui est complètement acquis ne suscite pas du désir. Vous voyez, vous savez, c'est Freud qui, dans ses ouvrages, différents ouvrages, nous parle de cet homme qui, alors lui, parce que lui, c'était surtout le garçon qui l'intéressait ici, nous parle de cet homme, de ce jeune garçon qui connaît l'angoisse de castration parce qu'il a désiré des femmes qui lui sont interdites. Très bien. Donc, refoulement par crainte de la castration, justement. Très bien. Mais ce refoulement continue d'être en lui. D'accord ? Et puis un jour, il se marie. Donc, il se marie avec qui ? Il se marie avec une femme qui lui était interdite. Sauf que lorsqu'il l'épouse, elle ne lui est plus interdite. Donc, à nouveau, il va désirer ces femmes, à nouveau refoulement, et à nouveau désir de ces femmes qui lui sont interdites. Vous voyez ? Donc, la culture est là pour, justement, canaliser un petit peu tout cela. Mais croire qu'il n'y a pas refoulement, qu'il n'y a pas désir, mais si, mais aussi considérer que nous sommes des humains. Vous savez, juste un mot, mon cher Philippe. Le mal, si on considère que l'infidélité, c'est quelque chose de très mal, eh bien, admettre que c'est séduisant, c'est beaucoup plus simple ensuite pour y résister. Mais ne pas l'admettre, c'est augmenter la difficulté. Alors Nader, vous vouliez réagir, vous commenterez cette vidéo sur la chaîne YouTube. Vous vouliez revenir sur un thème d'actualité, c'est l'affaire Pierre Palmade. Pourquoi ? Oui, alors, bien sûr, beaucoup de choses ont été dites, mais moi, ce que je voulais redire à votre antenne, c'est ma crainte. Vous savez, on est dans une société aujourd'hui où beaucoup de gens veulent briller et très rapidement, n'est-ce pas ? Et ce qui me fait peur, moi, c'est qu'on associe, vous voyez, dans nos petits cerveaux, très vite, chemsex et vedettariat, starification. Et donc voilà, si je fais en sorte, par quelques recherches internet, à intégrer des endroits, des lieux où on pratique cela, j'augmente les chances de rencontrer des vedettes, des stars, et donc j'augmente mes chances de vivre un petit peu le strass et paillettes de ce monde-là, et donc d'être une vedette moi-même, et puis voilà. Vous avez des adresses, Nader, peut-être, à partager avec nous ? Mais je n'en donnerai pas. Ah, vous avez des adresses ? Ah, bien sûr que j'ai des adresses. Moi, j'enquête. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était avant l'histoire. Ça a popularisé le chemsex. Mais, mon cher Philippe, j'ai entendu pour la première fois parler, moi, du chemsex lorsque je faisais encore ma formation. En 3e année, je me souviens, puisque j'avais la chance d'avoir un collègue de promo, justement, qui avait fait son mémoire là-dessus. Mais avant, je n'avais jamais entendu parler. Or, depuis quelques jours maintenant, mais toute la France a entendu parler de ce phénomène. Mais ça a été une promo, c'était une campagne de pub extraordinaire. Ouais. Bon, voilà. Ben, moi, c'est ça ma crainte. C'est que des jeunes gens se disent, tiens, c'est... parce qu'après tout, est-ce que vous croyez que les jeunes ont besoin de ça pour savoir ce que c'est ? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, il y a d'autres moyens. C'est peut-être nous qui sommes ringards et que les jeunes, finalement, savent très bien ce que c'est. Ouais, peut-être. Mais je crains tout de même le côté plus c'est facile, plus je monte vite. Et pour cela, il faut que je rencontre des personnes qui sont déjà là-haut.
j'ai pas envie de revenir sur l'affaire Palmade, mais voilà, on a bien vu, on a compris que les deux personnes qui étaient avec Palmade, il les a rencontrées grâce aux réseaux sociaux. Il y a eu contact très rapidement via les réseaux sociaux. Donc grâce aussi à cause de ces réseaux sociaux, on a cette illusion de la proximité avec tout le monde et la facilité de rencontrer qui on veut, comme on veut. Moi, je ne vous cache pas ma crainte. Vous avez peur de quoi ce que je viens de vous dire, à savoir que des jeunes gens fragiles, évidemment, celui qui est très bien entouré, celui qui a des repères, pas de souci, il est il est encadré. Mais la personne on parlait de manque affectif tout à l'heure, parce que vous savez, pour cette histoire de chemsex, qu'est-ce que c'est finalement? À part les drogues, je veux pas parler des drogues moi ici, mais ce sont aussi des gens qui, de par leur orientation sexuelle, se sont sentis rejetés et donc ont voulu chasser d'un groupe, leur groupe famille, leur groupe amis, ont voulu intégrer un autre groupe, parce que c'est aussi une façon d'intégrer un autre groupe. Donc des personnes qui ont une revanche sociale à prendre, voyez, ont envie de briller aussi, peuvent y voir une porte qui pourrait les aider à briller. Mais elle n'est pas sans conséquence, parce que ce qui me fait craindre aussi cela, c'est qu'ils peuvent se dire, vous voyez, que après tout, un accident de voiture, si dramatique soit-il, et nos pensées vont vers la famille endeuillée, mais un accident de voiture comme ça arrive une fois de temps en temps, mais le reste du temps, ça se passe très bien. Le reste du temps, j'ai fait mes affaires, j'ai rencontré des Palmades. Vous voyez, j'en ai rencontré, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis c'est une nouvelle vie pour moi. Nader Alami, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Nader. Merci Philippe. Alors là, moi je dis la doudoune. Machallah la doudoune. Alors là, franchement, vous verrez la vidéo. Nader, félicitations. Merci. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.